Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me suis rendu chez le Grand-Duc hier soir où j'ai été reçu comme formateur du nouveau gouvernement et je lui ai dit mission accomplie. La tâche que le Grand-Duc m'avait conférée le 9 octobre, un jour après les élections, pour essayer de former un gouvernement. C'était une réussite pour moi. Et surtout grâce au fait que les deux partis qui avaient décidé d'entamer les discussions, donc le CSV et le Parti libéral, après 5 semaines de négociations et de discussions constructives, sont parvenus à un accord. Un accord qui avait pour objectif de renforcer le Luxembourg pour l'avenir, renforcer la population, l'économie, l'environnement et le climat. Oui, donc l'ensemble de la société, nous voulons le renforcer pour l'avenir. Les deux partis sont d'accord en matière d'objectifs. Ils avaient des programmes électoraux qui, pour des questions essentielles, avaient les mêmes objectifs, comme le pouvoir d'achat, comme l'environnement, l'économie et la manière par laquelle ils entendent harmoniser les aspects sociaux et l'économie et l'environnement. Cela a permis, dans les discussions constructives qui ont eu lieu, d'obtenir un résultat. Et le résultat, c'est ce que nous venons de signer. Et dans ce document, il y a toute une série d'éléments qui prouvent que c'était un énorme travail qui ne peut certainement pas traiter tous les points dans tous les détails, parce que si on vient dans un gouvernement, il y a évidemment beaucoup de choses qui se passent tout autour et aussi pendant les 5 années où il faut prendre des décisions dans les différents ministères et dans le gouvernement. Mais la finalité ne change pas et on va la transposer dans ces 5 années. Et pour avoir rencontré les deux délégations pendant ces 5 semaines, je suis très positif pour le fonctionnement futur du gouvernement parce que jamais il n'y a eu d'opposition, mais on est allé dans la même direction tous ensemble. Les deux partis avaient des priorités dans leurs programmes électoraux. Je connais très bien les deux programmes parce qu'en tant que formateur et aussi auparavant, je les avais déjà lus. En tant que formateur, j'ai lu ces programmes de manière plus intense et les deux partis ont regroupé leurs programmes pour arriver à un résultat que je vais vous présenter aujourd'hui avec quelques éléments clés. Il est évident que nous avons un débat à la Chambre, probablement la semaine prochaine, et je vais présenter une déclaration gouvernementale au nom des deux partis où je pourrais vous expliquer pourquoi nous avons fait certains choix. Il est évident qu'il faut donner cette primeur à la Chambre aussi pour la bonne raison que la Chambre doit voter ou marquer son accord pour cet accord gouvernemental. Et je voudrais vous dire pour cela que lundi, si toutefois le gouvernement approuve le gouvernement qui a été proposé et qui, s'il l'assermente, ce qui aura lieu demain, alors il y aura un conseil gouvernemental lundi où l'accord de coalition sera approuvé comme programme gouvernemental et lundi matin, il sera présenté à la Chambre la bonne adresse pour un tel document. Et lundi après-midi, il sera publié, mis en ligne. Je voulais donc d'abord expliquer le contexte à la Chambre et ensuite présenter le détail. Mais je suis ouvert par rapport aux suggestions qui ont été faites. On a dit que les députés veulent lire le détail auparavant. Ensuite, ils veulent entendre le contexte. Donc après que la Chambre l'aura reçu lundi,
Le document sera rendu public, mais je demande quand même qu'on écoute la déclaration gouvernementale qui semble essentielle pour comprendre certains choix. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelques points qui étaient essentiels dans les deux programmes électoraux et qui se retrouvent dans cet accord. Les deux partis ont dit qu'ils aimeraient améliorer le pouvoir d'achat et décharger les classes moyennes. Pour cette raison, les deux partis ont décidé dans cet accord de coalition que le barème fiscal sera apuré de 4 tranches indiciaires, donc la charge fiscale des gens va diminuer au 1er janvier. Dans ces 4 tranches, il y a les 2,5 tranches que le gouvernement sortant avait déjà décidé. Donc il s'agit d'une baisse supplémentaire des impôts au 1er janvier 2024. Et évidemment, il faudra encore que la Chambre l'approuve. Donc ceci, c'est un accord gouvernemental qui, et cela vaut aussi pour les points suivants qui vont venir, il faudra les transposer. C'était aussi important pour les partis de la coalition d'essayer d'adapter le barème fiscal au changement de la société. Nous savons que c'est un travail compliqué pour assurer l'individualisation, mais les deux partis sont d'accord pour, d'ici 2026, présenter un projet pour dire comment on pourrait graduellement modifier les classes fiscales pour tenir compte de l'évolution de la société. Entre-temps, les deux partis se sont mis d'accord. La classe 1A, qui a souvent été discutée au cours des dernières années, sera traitée différemment du point de vue fiscal et il y aura un allègement. Les impôts ne vont pas augmenter, donc dans cette coalition, il n'y aura pas d'introduction d'un impôt sur l'héritage en ligne directe. Là, les deux partis étaient d'accord dans la campagne électorale et l'ont retenu dans leur accord. La même chose vaut pour l'introduction d'une imposition sur la fortune pour les personnes privées. Si on renforce le pouvoir d'achat, cela concerne aussi le combat contre la pauvreté. Et la lutte contre la pauvreté est un souci des deux partis qu'on ne retrouve pas dans un chapitre de l'accord. Les deux partis sont d'accord qu'il s'agit d'une politique transversale qui a un lien avec le REVIS, qui devra être renforcé, qui a un lien avec les aides sociales. Et donc nous allons voir pourquoi il y a des gens qui ont besoin de ces aides, qui ne les obtiennent pas. Donc là aussi, nous allons introduire un guichet social. Mais nous voulons aussi que le travail mérite d'être récompensé avec toutes les aides que nous allons accorder aux gens qui en ont besoin. Nous allons toujours essayer de revoir et de faire en sorte que le salaire social minimum soit au-dessus de ce que reçoivent les gens qui obtiennent de l'aide, parce que nous pensons qu'il faut encourager le travail et récompenser les gens. Et évidemment, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, nous voulons les aider avec des mesures à retrouver un emploi. Donc la lutte contre la pauvreté, c'est un grand souci de cette coalition et nous allons le retrouver dans de nombreux domaines, évidemment aussi en matière de logement. À côté du pouvoir d'achat, il y a donc évidemment le logement qui est un point très important pour cette coalition. Nous sommes d'avis que nous sommes confrontés à un double défi au niveau du logement. D'un côté, c'est beaucoup trop cher, surtout pour les jeunes qui cherchent un logement à louer. Mais maintenant, nous avons aussi une crise de la construction qui est venue se rajouter. Les deux éléments sont étroitement liés et doivent être traités différemment. Pour que ça bouge dans le secteur de la construction, l'artisanat en fait est concerné. Tous ceux qui ont un lien avec la construction, donc à court terme, il faudra
veiller à prendre des mesures pour que les choses recommencent à bouger sur ce marché, parce qu'actuellement, on construit très peu et on vend très peu de nouveaux projets. Pour cette raison, nous avons décidé qu'à court terme, pour le début de l'année prochaine et pour une période limitée, 1 à 2 ans, nous allons introduire une série de mesures. On s'est limité pour que cela ait un effet. Donc je cite quelques-unes de ces mesures. Par exemple, l'amortissement accéléré sera de nouveau introduit pour une période limitée pour que les gens puissent investir pour acheter des logements qui sont mis à disposition pour la location. Là, nous voulons les encourager, évidemment, avec des plafonds pour qu'il n'y ait pas d'abus. Nous voulons aussi réduire le taux de l'imposition des plus-values. Si on vend quelque chose, c'est soumis à imposition, mais pour encourager les gens, lorsqu'ils veulent vendre, pour que les impôts ne soient pas un obstacle, pour qu'il y ait plus de logements à disposition pour les gens qui en ont besoin. Et pour ceux qui achètent un logement pour y habiter, nous voulons aussi augmenter le crédit d'impôt, l'acte à bon marché, et nous voulons faire quelque chose qui va beaucoup aider les gens à une période d'intérêt important. Donc le montant des intérêts débiteurs qu'on peut déduire, nous voulons l'augmenter pour que les gens puissent réduire la charge qu'ils ont actuellement pour le remboursement de leurs prêts, avec une aide fiscale en quelque sorte. Mais nous savons que les mesures fiscales ont un effet incitatif, mais à côté de cela, il faut que certaines choses se passent dans la construction pour créer davantage de logements, parce que les deux partis, le CSV et le Parti démocratique, sont d'avis que le problème du logement doit être résolu avec une augmentation de l'offre. Et là aussi, les deux partis étaient d'accord, nous voulons construire davantage. Évidemment, pour des logements abordables, l'État et les communes devront le faire, mais nous voulons aussi inclure le secteur privé et accorder les aides nécessaires, analyser les aides pour essayer que le secteur privé puisse participer à l'énorme effort dont le Luxembourg a besoin. Nous voulons simplifier les procédures, nous voulons rendre les procédures plus rapides en différents endroits. Les procédures seront regroupées avec des changements, des PAP, des PAG. Tout cela est beaucoup trop compliqué et trop long dans différentes situations. Nous voulons introduire le principe du silence vaut accord. Cela vaut aussi dans d'autres domaines de la politique. On demande une autorisation, mais à défaut d'une réponse, on suppose que l'administration a marqué son accord. Là où cela fait du sens, nous sommes d'accord à ce que le périmètre soit élargi, pas n'importe comment. Il faudra que cela se passe dans le cadre d'un contrat avec les communes et les personnes concernées. Et c'est lié avec la condition que pour cet élargissement du périmètre, il y ait au moins un tiers de logements abordables, parce que nous voulons que les gens disposent de plus de logements pour résoudre ce problème. Et comme je l'ai déjà dit, c'est aussi notre intention de créer un guichet unique pour encourager les communes de le faire et pour qu'il y ait aussi un endroit où on dépose sa demande et où on peut recevoir une réponse et aussi une possibilité de retracer pour savoir où se trouve le dossier. Et je pense que cela aussi fait partie d'un État moderne et d'une politique du logement. La politique du logement est importante pour cette coalition. Et pour cette raison, nous l'avons laissé entre les mains de plusieurs ministères. On aurait pu faire différemment, mais nous voulons qu'il s'agisse d'une politique commune pour les deux partis. Ce que j'ai vu avec beaucoup de plaisir dans de nombreux domaines, les deux partis veulent transposer tout cela en commun pour que l'on ne puisse pas dire « voilà, c'est mon dossier, l'autre n'a rien à voir avec cela ». Ici, c'est le cas entre le ministre du Logement,
qui va surtout s'occuper du logement abordable, mais il aura aussi besoin du ministre de l'Environnement parce qu'à nos yeux, il est clair qu'une série des lois sur la protection de la nature sont trop extensifs ou trop stricts avec comme effet qu'on n'a pas pu construire. Par exemple, si dans un endroit qui se trouve dans le périmètre où on aurait pu construire, s'il y a un biotope, donc la nature pour une période limitée, là nous voulons que l'on puisse quand même construire par la suite pour que l'on évite surtout de ne rien faire qui ne puisse pas être rétabli. Nous voulons surtout que la politique environnementale, qui est très importante pour cette coalition, ne bloque pas d'autres projets. Donc là, nous voulons créer un nouvel équilibre avec l'objectif de créer plus de logements aussi à l'intérieur des périmètres de construction, à l'intérieur des villes où il y a aussi de nombreuses zones vertes. Donc il importe de voir comment on organise son quartier, mais nous devons construire davantage. Nous sommes d'accord à ce sujet dans cette coalition et cela va apporter du progrès pour le pays et pour la population. Et c'est aussi une bonne transition par rapport au sujet de l'environnement, le climat et la biodiversité. Pour le pays, pour notre société, pour l'Europe, c'est important, mais nous ne voulons plus que cela soit dicté et pour que cela ne bloque pas tous les autres projets. Nous voulons le principe de la proportionnalité et de l'efficacité dans la politique environnementale. Et si nous voulons, et cette coalition le veut, si nous voulons investir dans des énergies renouvelables massivement en tant qu'État et permettre aux citoyens de participer, alors nous devrons pouvoir réagir plus rapidement. Par exemple, pour construire des éoliennes, actuellement, cela dure énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de blocages. Si nous voulons encourager la mobilité douce, il faut pouvoir construire plus rapidement les pistes cyclables et ce n'est pas possible que des administrations apportent des problèmes supplémentaires. Donc nous voulons que les ministres s'en occupent pour que les directives deviennent claires, pour que de manière extensive, donc, ou des explications extrêmes de la législation sur la protection de la nature ne puissent pas trop freiner d'autres politiques. Donc là, il y aura un changement de paradigme qui nous paraît très important. Nous voulons massivement investir dans les énergies renouvelables. Nous voulons qu'il y ait de nouvelles normes pour les nouveaux bâtiments, pour installer du photovoltaïque, évidemment, dans le respect des quartiers où il y a une protection historique, mais là aussi, il y a de nouvelles méthodes pour que cela se présente d'une meilleure manière. Et nous sommes toujours ouverts parce que nous pensons que pour les énergies renouvelables, au cours des dernières années, il y a eu de bonnes choses, mais il faudra le développer massivement. Nous voulons aussi, dans ce contexte, évidemment, développer les infrastructures dont nous avons besoin pour le réseau électrique ou pour le réseau de la chaleur, pour qu'ils réussissent à nous permettre de réaliser notre politique des énergies renouvelables. Nous l'avons dit, et cela va de pair avec ce que j'ai dit, nous voulons mieux mettre en harmonie la profession et la famille. C'est particulièrement important pour les jeunes familles avec de petits-enfants. Et pour cette raison, nous voulons introduire un abattement spécial pour les gens qui rentrent dans la vie professionnelle. Et nous voulons aussi avoir des congés différemment spécifiés pour que la profession, la famille, la prise en charge des enfants et la famille puissent mieux harmoniser. Et pour cette raison, nous voulons par exemple prolonger le congé parental de 3 mois sans charge supplémentaire pour l'État. Donc le coût de tout cela sera étendu sur une plus longue période. Donc c'est une flexibilisation du congé parental.
Nous voulons aussi rendre le congé de maternité un peu plus flexible avant et après la naissance. Et pour ceux qui font le choix de rester un peu plus longtemps auprès de leurs enfants, bon, parce que c'est une coalition qui veut encourager le libre choix des familles et le respecter. Et en même temps, nous voulons assurer que les personnes qui restent auprès de leurs petits-enfants aient une assurance sociale. Et pour cette raison, nous voulons que l'affiliation à la sécurité sociale du papa ou de la maman qui reste à la maison, nous voulons l'étendre de 2 à 3 ans pour les cotisations sociales. Et si on veut que les gens se sentent bien et aient plus d'argent disponible, si on veut créer plus de logements, si on veut plus d'énergie renouvelable, alors on a aussi besoin d'argent pour le financer. Et pour cela, nous avons besoin d'une économie compétitive. Je l'ai dit, cette coalition veut harmoniser l'économie, les affaires sociales et le climat. Ceci d'une manière raisonnable et trouver l'équilibre approprié. Bon, le pouvoir d'achat, la lutte contre la pauvreté, l'engagement pour la nature et l'énergie renouvelable ne doivent pas exclure autre chose. Nous avons besoin d'une économie compétitive dans tous ces segments, que ce soit pour la place financière, le commerce, la construction, l'agriculture, la viniculture. Et pour cette raison, nous voulons faire certaines choses. Il y en a quelques-unes que je voudrais citer. Nous voulons réduire à moyen terme l'impôt des entreprises et le réduire au niveau de l'OCDE. Nous voulons, pour la bonification d'impôts dont les entreprises peuvent bénéficier lorsqu'ils profitent ou réalisent une transformation énergétique, nous voulons l'élargir et nous voulons aussi aider les petites et les moyennes entreprises en introduisant le principe qui dit que si on donne quelque chose à l'État, nous voulons, il faut le donner une seule fois. Nous sommes actuellement dans une société digitale et dans le respect de la protection des données. Si le citoyen et l'entreprise est d'accord, c'est beaucoup plus pratique qu'on donne une fois les mêmes documents à l'État. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent. Cela permet aux entreprises et à la population de faire autre chose plus intéressant. Nous voulons qu'à l'avenir, les gens puissent mieux organiser leur vie et pour cela, nous voulons une meilleure prise en charge médicale. Nous sommes conscients que le système actuel, avec une trop forte concentration sur les hôpitaux, nous savons que ce système arrive à ses limites. Nous avons besoin des hôpitaux, mais pour les grandes maladies, les grandes interventions. Mais nous voulons que les traitements ambulatoires soient renforcés en dehors des hôpitaux. Donc nous voulons que la loi sur le virage ambulatoire soit revue et corrigée. Et nous voulons permettre de donner une plus grande flexibilité aux médecins avec des appareils appropriés. Évidemment, nous voulons aussi renforcer la prévention dans le secteur de la santé. C'est dans l'intérêt de tout le monde et aussi au système sanitaire par la suite, parce que s'il y a moins de cas de maladie, c'est une bonne chose et nous voulons avancer aussi au niveau de la numérisation dans ce domaine. Une société a aussi besoin d'un État de droit qui fonctionne et pour cette raison, nous voulons évidemment aussi que pour les aspects de la sécurité, l'État assume sa responsabilité plus que par le passé. C'est une tâche fondamentale de l'État, personne ne remet cela en question. Et pour cette raison, nous donnerons à la police les moyens nécessaires, pas seulement le personnel, mais aussi la digitalisation des équipements, mais aussi des lois. Et pour cette raison, nous voulons par exemple revoir et corriger l'écartement. Et pour cette raison, nous voulons introduire la comparution immédiate dans la justice, évidemment, dans le respect des droits de la défense. Ce sera le cas et dans ce domaine, là, le CSV et le Parti démocratique ont toujours plaidé pour une
police communale entre guillemets, parce que les deux parties ont toujours dit que c'est une police à l'intérieur de la police grand-ducale, mais qui sera placée sous la compétence des autorités locales pour donc les bourgmestres qui savent mieux quels sont les besoins dans les différents endroits. Nous voulons aussi, parce que j'en suis au domaine de la sécurité, qui est en étroite relation avec la justice, là aussi nous voulons une série de mesures qui concernent la société, notamment le fait que malgré tout, on veut supprimer toutes les discriminations au niveau du droit d'adoption qui existe encore actuellement entre les couples hétérosexuels et homosexuels. Nous voulons aussi, pour la procréation médicalement assistée, nous voulons que l'adoption par une seule personne soit possible, et pour les maternités ou les cas où des enfants peuvent être créés à l'étranger avec une mesure spéciale, nous voulons que cette possibilité soit aussi introduite à Luxembourg, et pour que ces enfants soient reconnus à Luxembourg, là aussi, nous voulons changer la loi pour qu'il n'y ait aucune discrimination. Cette coalition entend avoir une école qui prépare l'avenir. Nous voulons renforcer le pays pour l'avenir, et dans l'offre scolaire, à l'intérieur de l'école publique et aussi dans les écoles internationales, nous voulons tenir compte de la diversité, évidemment, surtout dans le domaine linguistique où cela joue un rôle important. Nous voulons aussi que les structures de prise en charge des enfants soient développées, et dans l'esprit de la qualité de la prise en charge des enfants, nous voulons que les clés de prise en charge soient revues et corrigées. Évidemment, nous voulons aussi un État moderne, et la digitalisation va jouer un rôle important pour la nouvelle coalition avec toutes ses dimensions, que ce soit l'intelligence artificielle, les banques de données, l'application pour les citoyens, dans toutes ces dimensions. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est évident et très important pour un État moderne. Vous voyez que dans cet accord de coalition, il y a beaucoup de points, et en fait, je vous ai déjà raconté beaucoup de choses. Je ne sais déjà presque plus ce que je vais dire mercredi lors de la déclaration à la Chambre. Vous comprendrez que, les députés écoutent aussi la radio. Il faut combiner tout cela. J'essaie donc mercredi prochain de placer tout cela dans un contexte, mais je pense que c'était important de vous présenter quelques éléments clés aujourd'hui. Ce qui me rend positif, je le répète, ceci c'est un accord de coalition où on n'a pas négocié les uns contre les autres. Cela a fait plaisir malgré le travail, malgré les nombreuses heures de travail qui n'étaient pas dues à des divergences de vues, mais qui étaient dues au fait que sur de nombreux sujets, nous avons vraiment discuté pour savoir comment nous pouvons atteindre l'objectif en commun. Pour le logement, par exemple, pour le pouvoir d'achat, c'est ce qui explique le débat intense. Et je dois dire que la manière par laquelle les gens ont coopéré, il y en a beaucoup de ces délégations qui vont faire partie du nouveau gouvernement. Cela me permet d'espérer que ce sera un gouvernement qui aura un état d'esprit commun pour renforcer le Luxembourg à l'avenir. Et pour cette raison, je voudrais encore une fois dire en tant que formateur qu'en fait, hier soir, j'ai conclu ma mission et j'en ai informé le Grand-Duc, et je pense que maintenant, ma mission, celle du formateur, est terminée. Nous avons trouvé un bon accord que je vais... Donc à partir de lundi, je pourrai le présenter au gouvernement qui va l'approuver. Ce sont les mêmes gens qui
vont donc dès lors pouvoir commencer leur travail dès que la Chambre nous aura exprimé sa confiance. Et là aussi, et je terminerai par là, je voudrais dire que la coalition a 35 députés. C'est une majorité solide en comparaison avec la majorité des dernières années. 35 députés, cela nous permettra de transposer ce programme de manière solide avec le large soutien de la majorité et nous espérons que sur certains points, nous aurons aussi le soutien d'autres partis. Mais pour cela, nous devrons faire de la publicité. Nous allons le faire dans les semaines à venir. Voilà, merci. Maintenant, les chefs de délégation du Parti démocratique et du CSV vont prendre la parole. Aussi, une petite majorité est une majorité, mais je peux vous dire que vous avez raison, 35, c'est mieux que 31. Les dernières semaines étaient marquées par des discussions et ce n'était pas un programme du CSV ou du Parti démocratique. Non, c'est un programme marqué par le pragmatisme orienté vers l'avenir. C'est un programme responsable et ambitieux et espérons-le qu'il va devenir le programme gouvernemental s'il en est décidé ainsi à la Chambre. Bon, je vous dis, monsieur le formateur, et aussi à Claude Wiesler, bon, je l'ai déjà dit, fait plusieurs fois, je vous dis un grand merci pour le respect dans lequel les discussions se sont déroulées avant d'aborder certains sujets, parce qu'évidemment, une partie qui s'est présentée aux élections doit pouvoir s'identifier avec un programme et s'imposer pour différents points, mais pas pour pouvoir dire c'est notre point, mais pour pouvoir dire que c'est quelque chose de commun. Il faut verser de l'eau dans son vin pour pouvoir réaliser un programme commun. Donc tout d'abord, merci pour les discussions. Merci aussi à la délégation. Hier, chez vous et chez nous, nous avons trouvé l'unanimité, donc les bases du parti pour les éléments clés. C'était des votes séparés et l'équipe qui va faire partie du gouvernement a approuvé tout cela à l'unanimité. Cela fait le plus grand bien. Permettez-moi de dire quelque chose d'important à mes yeux pour différents sujets. Dans le logement, nous devons faire une différence entre la crise de la construction et la crise du logement. C'est trop simple de mettre tout cela dans un même plat. Donc les mesures que M. Frieden a citées, qui doivent être prises à court terme, visent surtout à ne pas provoquer une crise supplémentaire de la construction. Si nous avons une crise de la construction, cela va encore aggraver la crise du logement à moyen terme. Il y a aussi beaucoup de questions sociales. Cela explique les mesures qui sont limitées, qui vont avoir un impact très important pour tout le monde. Et comme M. Frieden l'a dit, les citoyens participent. Aucun État ne peut faire cela tout seul. Aucun gouvernement ne peut gérer une crise sans le partenariat de privé. Et un grand acquis important pour les citoyens, mais qui semble facile. Si on dit le silence vaut acceptation, c'est important. Si le citoyen pose une question à l'administration sans recevoir une réponse, il ne sait pas où on est. Et nous devons une réponse aux citoyens. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, alors nous avons la responsabilité pour dire que ce que le citoyen a demandé est une réponse positive. Avec le guichet unique, cela semble facile, mais là, si on remet un dossier dans les communes, il ne faut pas qu'on ait besoin de 6 ou de 7 différents dossiers, mais un guichet unique pour que nous soyons un partenaire responsable avec le partenaire dans les guichets uniques, que ce soit une commune ou une administration, pour assurer le suivi. Pour les finances et les impôts, M. Frieden a dit que c'était important de renforcer le pouvoir d'achat, mais c'était aussi important de ne rien promettre et de donner quelque chose qu'on regretterait par la suite. Donc, par exemple, renforcer le pouvoir d'achat que nous pouvons financer en ne pas oubliant l'individualisation pour que l'homme reste au centre de l'intérêt et aussi les réalités du terrain que nous ne voulons pas perdre de vue. Le climat.
le photovoltaïque, ce sera une norme. C'est très important pour nous tous, et je vais vous dire tout de suite que cette majorité n'est pas une majorité qui serait opposée au climat ou qui n'aurait pas de cœur, qui n'aurait pas la volonté de faire une politique sociale. Au contraire, c'est très important pour nous tous, pour que tout ce qui a été atteint jusqu'ici ne soit pas remis en question, pour que nos ambitions sur le plan national et européen, qu'on ne fasse pas marche arrière. Et je l'ai dit hier, une serre dans une zone verte ne sera pas autorisée. C'est parfois difficile d'expliquer certaines choses. Je ne vais pas plus entrer dans le détail, mais c'est un pur pragmatisme qu'on demande aussi dans ce domaine. Et pour les objectifs que nous nous sommes fixés, nous voulons continuer à les réaliser et ne pas parler de préfinancement. La politique climatique doit être quelque chose où le citoyen participe. Donc cela ne doit pas être imposé du jour au lendemain, mais nous voulons encourager les gens pour qu'ils participent. La profession et la famille, un sujet important pour les deux parties. C'est important de pouvoir mener une vie professionnelle et d'avoir une famille, et le congé parental sera plus flexible, mais en commun aussi avec les employés. L'employeur et l'employé doivent, dans les entreprises, trouver de nouvelles règles. Il n'y a pas de modèle qui s'adapte à toutes les entreprises, et c'est important que dans les entreprises, le dialogue social soit poursuivi aussi au niveau national, où nous sommes d'avis qu'il est important que le dialogue social soit poursuivi. Dans la politique familiale, bon, je voudrais, pour les GPA ou les GMA, pour le genre, bon, on le dit aussi, ce sont des renouvellements où nous devons adapter notre société. Ce n'est pas possible que des gens puissent se permettre une GPA et aller à l'étranger et alors n'avoir pas les droits de parents à Luxembourg. Donc c'est un changement de paradigme important où tous les couples pourraient être mis sur un pied d'égalité. Je pense que c'est un pas supplémentaire important pour que non seulement les gens s'adaptent à la société, mais pour que la politique soit aussi prête à accepter qu'il y a une évolution au niveau de la société. Je pourrais parler encore longtemps, mais je pense que le futur Premier ministre va faire sa déclaration à la Chambre lundi et diffuser davantage d'informations avec la publication de l'accord de coalition, mais je suis fier que nous puissions continuer à penser que l'école doit pouvoir tenir compte des différents profils et pour que tout le monde ait la même chance de réussite et pour que la chance de réussite des uns et des autres soit déjà décidée au départ. Au niveau de la justice, il y a aussi différents points que le futur Premier ministre a cités qui m'ont aussi tenu à cœur seront réalisés. Bon, je vois déjà des gens qui disent que la comparution immédiate et la police locale, ce sera très strict. Non, mais pour qu'on ait le sentiment de sécurité dans un pays, il faut encore que ce qui est poursuivi soit vraiment poursuivi, que là où il y a des délits, qu'on les poursuive, et pour que les bourgmestres qui ont un contact direct avec le citoyen aient aussi un pouvoir de police qui n'était pas clair actuellement. Cela explique l'idée du formateur qui a parlé des unités de police qui pourront devenir actives sur le plan local. Donc, en résumé, c'est un accord de coalition pour les 5 années à venir qui est orienté vers l'avenir, qui tient compte des réalités et qui crée un cadre pour que les gens, pour que la législation soit autorisée à s'adapter aux réalités. C'est un objectif ambitieux pour ne pas hypothéquer les générations futures avec une économie forte. Bon, nous ne pouvons rien promettre aux gens que nous n'avons pas ou que nous risquons de ne pas avoir. Et la compétitivité, c'est un sujet qu'il ne faut pas oublier dans ce pays. Si nous voulons une politique sociale forte, si nous voulons avoir des infrastructures fortes, une politique ambitieuse au niveau de la santé, il faut pouvoir la financer. Et je suis content que les priorités des deux partis, bon, c'était déjà... On a déjà pu voir les objectifs ambitieux que nous nous sommes donnés dans la campagne électorale. Un grand merci de la confiance et aussi du choix, parce que
on nous a informé que M. Wissler est le candidat du CSV pour devenir président de la Chambre. Bon, je ne suis pas député, je ne suis pas porte-parole du groupe parlementaire, mais nous avons tous appris cette nouvelle avec une très grande satisfaction. Un grand merci pour cela. Bon, je vais aussi dire un merci. Si on entre dans des négociations de coalition, on ne sait jamais ce qui vous attend. Nous avons eu des discussions avec notre délégation, nous avons retenu quelques principes. Le premier principe, c'était que nous voulions le faire avec tout le respect nécessaire, en créant une atmosphère à un même niveau, avec l'objectif, et je pense que c'est le plus important, que pour ces discussions, c'était de longues discussions, avec l'objectif de trouver un accord qui ne serait pas seulement un regroupement des programmes électoraux des uns et des autres, mais un projet commun. Et un projet commun qui pourrait être concrétisé dans les 5 années à venir. C'était le premier point. Le deuxième point, dans les négociations, bon, je voudrais l'ajouter parce que c'est important à mes yeux, entre les gens qui ont participé, on a pu créer une atmosphère où ceux qui se sont retrouvés face à face, c'est une situation qu'on a dans des négociations. On voulait en faire une équipe et je pense que dans les discussions, nous avons réussi à le faire parce que l'atmosphère était extrêmement bonne lors des discussions et cela a fait que nous avons rapidement pu traiter tous les sujets. Il y avait beaucoup de points communs des deux côtés et on l'a constaté tout de suite. Il y avait une bonne volonté des deux côtés et beaucoup de compréhension pour les besoins des uns et des autres. Si je suis ici aujourd'hui comme chef de délégation du CSV, après avoir eu une soirée plus longue hier, vous savez que les procédures du CSV sont légèrement plus compliquées que les procédures du Parti démocratique. Nous ne devons pas seulement une fois faire voter l'accord et les décisions sur le personnel. Donc, nous avons 2 fois eu l'unanimité, tant pour notre Conseil national que par notre Congrès. Cela me rend fier comme chef de délégation et aussi comme président du parti parce que cela prouve que notre parti soutient ce qui a été négocié. Aussi parce que le contenu de ce qui figure dans l'accord de coalition me paraît extrêmement positif. Nous avons de nombreux points dans l'intérêt du pouvoir d'achat dans notre programme, mais nous avons aussi fixé des dates. Au 1er janvier 2024, ce gouvernement sera déjà actif. Pour nous, c'était extrêmement important. La même chose vaut, et Xavier Bettel l'a déjà dit, pour toutes les questions autour du logement, où rapidement on a pu trouver des accords parce que nous savons que la situation dans la construction est problématique déjà maintenant et qu'il faut réagir maintenant. On ne peut pas attendre une demi-année ou une année avant de mettre des mesures en place pour aider le secteur et aussi pour aider les gens qui sont concernés par les problèmes du logement. Nous avons aussi toute une série de points dans la politique de la santé qui sont très importants à nos yeux. Vous savez combien de problèmes nous avons eus, combien de discussions nous avons eues sur la politique de la santé. Dans ce programme, nous retrouvons un changement possible dans la politique de la santé en adoptant les grands points en matière d'accessibilité de la santé avec une plus forte offre régionale en ouvrant davantage de portes aux cabinets médicaux communs ou de centres médicaux, ce qui nous permettra aussi de soulager les urgences. Pour nous, c'est un pas positif important dans la politique de la santé. Un autre point que je voudrais souligner, parce qu'il est très important pour nous, c'est tout ce que nous avons pu faire autour des familles, surtout les jeunes familles, pour les renforcer et pour leur donner la possibilité de vivre leur vie comme ils le veulent, comme ils le ressentent, avec les congés parentaux qui ont été développés, le congé de maternité qui est flexibilité, les années bébés et aussi
toutes les aides pour les jeunes couples, tout cela, c'est dans l'intérêt des jeunes familles, des points qui leur permettent de simplifier leur début, le début de leur vie familiale. Et le dernier point qui nous était aussi important, c'était les points qui tournent autour de la sécurité, parce que je pense que cet accord de coalition, avec la comparution immédiate, avec la police communale, ce sont de nombreux points qui vont nous permettre de gérer différemment la réalité sur le terrain. Donc, vous voyez devant vous des chefs de délégation très satisfaits, mais je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire un grand merci au formateur. Mais entre les deux parties, il a fait cela d'une manière exemplaire, parce qu'il nous a permis de parler pour prendre ensuite sa responsabilité en proposant des compromis et des solutions qui correspondaient aux souhaits des uns et des autres. Mais je voudrais aussi remercier Xavier Bettel, le chef de délégation du Parti démocratique. Sa manière de travailler avec sa délégation a été ressentie comme étant extrêmement positive et agréable de notre côté. Bon, c'était 5 belles semaines de discussion, et je retiendrai un bon souvenir des 5 semaines que nous avons passées à Zellingen, et je suis content de cet accord de coalition commun qui, à nos yeux, est vraiment parfait. Bon, j'ai entendu l'enthousiasme du chef de délégation du Parti démocratique. Pour nous, c'est la même chose, c'est un accord équilibré qui prépare l'avenir. Merci, M. Bettel, merci, M. Wiesler. Et au nom de nous trois, je voudrais aussi remercier en tant que formateur, en notre nom à nous trois, je voudrais remercier le secrétaire du formateur, M. Luc Feller. Sans son engagement et sa compétence, nous n'aurions pas pu réaliser cela aussi rapidement. C'était un travail remarquable, et je remercie M. Bettel, qui est le chef de M. Feller, qui, dans sa véritable vie, n'est pas secrétaire du formateur, mais il est haut-commissaire à la protection nationale. Donc, il est l'employé du ministre d'État actuel. Et M. Feller a fortement facilité mon travail. Je voulais donc lui exprimer ma gratitude. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Certainement beaucoup de questions. Et encore une fois, je voudrais relever que l'accord sera publié et qu'on va mettre tout cela en musique en présentant le contexte. Dès que la Chambre aura arrêté ce programme, il y aura une déclaration gouvernementale. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de tous les aspects par respect par rapport au Parlement. Et je trouve que c'est important de dire que nous sommes dans une démocratie et le Parlement a un rôle important à jouer. Nous avons été élus dans ce Parlement, même si dans ce Parlement, nous ne pourrons pas siéger pour ceux qui font partie du gouvernement. Mais bon, voilà, quelles sont vos questions? Micro, s'il vous plaît. Maintenant, pour ce qui est de l'adaptation du barème fiscal, ou pour les mesures que vous avez annoncées dans la construction ou pour le logement. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas entrer dans le détail de toutes ces mesures. On ne peut pas encore faire de calcul, on ne sait pas combien de gens vont acheter un appartement, il y aura une certaine activité. Bon, pour le coût de l'adaptation du barème au-delà de ce que l'ancien gouvernement avait décidé, si je ne me trompe, ça va coûter 180 millions. Et l'acte à bon marché, à combien sera-t-il élevé? Ces détails vont suivre, ils devront être analysés dans la loi que le nouveau gouvernement va adapter. Mais vous l'avez déjà indiqué dans votre programme de coalition, sur de nombreuses mesures fiscales, nous avons retenu le principe, nous avons dit ce sont des projets de loi qui devront être réalisés. Bon, ce n'est pas le projet gouvernemental qui va déterminer le détail, mais on va seulement parler de la direction.
Michel Liners, RTL. Je reviens à l'adaptation du barème fiscal. Si j'ai bien compris, il y a 4 tranches indiciaires qui sont compensées, donc il n'y aura pas une adaptation automatique du barème à l'inflation, si j'ai bien compris. Non, c'est correct. Est-ce qu'il y aura aussi des baisses fiscales pour les ménages privés? Ceci, c'est une baisse fiscale substantielle. Et pour le reste, nous allons voir en fonction de la situation économique. Et il y aura aussi régulièrement une adaptation du barème à l'inflation. Mais cela ne veut pas dire que si nous faisons ceci, il n'y aura plus rien par la suite. Mais nous allons voir dans le contexte de la situation des finances publiques, et les deux parties plaident en faveur de finances publiques stables pour garder notre triple A, et les deux parties sont connues pour une politique financière raisonnable qui ne va pas mener à des augmentations fiscales. Mais je voudrais aussi dire à tous ceux qui ont déjà commenté avant un accord de coalition, avant la fin des négociations, je voudrais leur dire que cette coalition ne se présente pas avec un programme d'austérité. Bon, je ne sais pas où les gens ont pu lire cela. Et nous étions encore en pleine négociation quand il y a déjà eu des commentaires, mais je peux vous dire que nous n'avons pas discuté dans cette optique au niveau de la coalition. Il y a peut-être aussi d'autres journalistes. Vous avez dit que pour les entreprises, les impôts vont être adaptés au niveau de l'OCDE. Qu'est-ce que cela veut dire de manière concrète? Eh bien, j'ai déjà répondu à la question de M. Kessel. Dans l'accord de coalition, nous avons retenu les principes et le futur gouvernement devra, dans le contexte de l'analyse de la situation dans les pays voisins et dans le contexte de l'analyse de nos finances publiques, devra prendre ces mesures dans le détail dans le projet de loi. Mais notre impôt sur le revenu des collectivités est plus élevé actuellement que celui de la moyenne des États de l'OCDE, donc des États industriels, nos concurrents économiques. Et pour cette raison, à moyen terme, nous voulons le réduire à la moyenne de l'OCDE. Et de combien de pourcents et à quel moment le gouvernement va prendre une décision avec des projets de loi. J'ai une question sur l'adaptation du barème fiscal pour financer tout cela. Est-ce que cela veut dire que d'autres impôts vont augmenter? Non, pas du tout. Cette coalition ne veut pas d'augmentation des impôts. Ce n'est pas prévu. Il faut toujours voir tout ce qui peut se passer pendant 5 ans. Si le monde s'écroule, il faut procéder à des adaptations. Mais dans notre programme, aucune augmentation fiscale n'est prévue et les taux fiscaux qui sont prévus ne seront pas modifiés. Parce que nous voulons qu'il y ait de l'activité dans le pays au niveau de la population et des entreprises. C'est une coalition qui veut soutenir la population et qui veut dès lors donner plus de marge, plus de liberté dans de nombreux domaines, que ce soit pour la famille, la profession, la médecine, au niveau du logement, au niveau de l'environnement. Nous voulons soutenir et accompagner la population et donner des libertés pour pouvoir se développer. C'est la philosophie du CSV et du Parti démocratique pour cet accord. Et là, une augmentation fiscale n'y aurait pas sa place, bien au contraire. Nescourchat, j'ai encore quelques questions pour l'offre gratuite au niveau de l'éducation. Est-ce qu'on va retirer certaines gratuités? Est-ce que vous pouvez nous dire combien de pages va avoir le contrat de coalition? La première question, non. Le contrat a 209 pages, le programme de coalition. C'est beaucoup. Mais je voudrais quand même faire une remarque. Si vous lisez ce document lundi, c'est une fausse perception de dire que dans un chapitre, on dit telle ou telle chose
Et c'est tout ce qui est dit par rapport à cette politique. C'était mon souhait exprès de dire que pour certains éléments, cela doit figurer en différents endroits pour que tout le monde soit à responsabilité, pour que les uns ne puissent pas dire voilà, c'est le dossier d'un autre. Donc souvent, il y a des phrases qui se trouvent en un endroit et qu'un autre ministre doit mettre en pratique. C'est voulu de cette manière de pouvoir beaucoup collaborer. Et c'est mon rôle de veiller à ce que ce soit un accord commun qui soit transposé. Et si vous avez lu un chapitre sur une matière, il est très possible qu'on dise cela ne figure pas ici, mais alors cela se trouve dans un autre chapitre pour renforcer la coopération entre les ministres et les différents départements. Et c'est ce que les différents fonctionnaires devront lire de cette manière sous l'autorité de leur ministre. Bon, le logement, évidemment, c'est la compétence d'un certain ministre, mais ce n'est pas possible sans un autre ministre. La même chose vaut pour la politique de l'immigration, où hier soir, pour ceux qui étaient présents au Congrès, ont entendu qu'il y a 2 ministres compétents pour cela. C'était un choix voulu du CSV et du Parti démocratique suite à ma suggestion. Le formateur a toujours bien écouté les 2 partis. Ce sont des politiques où il n'appartient pas à une personne seule de prendre les responsabilités. Ce sont des secteurs difficiles où il faut combiner beaucoup de choses et nous serons beaucoup plus forts si nous le faisons en commun. Je voudrais que cette coalition ne soit pas une coalition des uns et des autres ou des uns contre les autres, mais que ce soit un projet commun pour tout réaliser. Et donc l'exemple du logement ou celui de l'immigration est un bon exemple. Et pour cela, nous avons la procédure de l'asile et tout ce qui est relié a été placé au niveau du ministre des Affaires intérieures. Et c'est aussi une compétence qui se trouve à cet endroit en Europe. Et les demandeurs d'asile, l'hébergement de ces gens-là va faire partie des attributions du ministère de la Famille, qui est donc aussi devenu ministère de la Famille et de l'Accueil. Donc les 2 ministres et tout le gouvernement vont participer de manière active à toute cette politique. Reporter.lu, je reviens sur la politique fiscale. Vous avez annoncé beaucoup de mesures au niveau du logement. Vous n'avez pas parlé de l'impôt sur la spéculation. Qu'en est-il? Est-ce que c'est aussi un élément que ce gouvernement va examiner? Bon, je n'ai pas présenté les 209 pages. Évidemment, cette coalition est aussi d'avis qu'à ce niveau, il faut prendre des mesures fiscales pour qu'il y ait une mobilisation. C'est la même philosophie, pour que cela bouge. Et pour cette raison, ces mesures seront aussi prises par cette coalition. Et puis, vous avez aussi parlé de l'individualisation d'ici 2024. La dernière coalition avait dit à ce sujet qu'il n'y aurait pas de perdant pour l'individualisation. Quel est votre avis? Bon, c'est une matière très compliquée. Et d'abord, nous voulons voir comment on peut le faire. Mais nous avons choisi une date pour qu'on ne dise pas nous allons faire des études. Et bon, il y a toute une série de questions très compliquées qui vont se poser. Je voudrais d'abord examiner les travaux qui devront être discutés au niveau du gouvernement. Je voudrais donc attendre les spécificités techniques avant de pouvoir faire une déclaration à ce sujet. Nicolas Bull du Land, les fonctionnaires du ministère de l'économie, politique inchangée, est-ce que la dette fiscale va augmenter? Je ne vois pas vraiment où il y aurait un grand changement au niveau de la politique. Est-ce que des mesures d'économie sont prévues ou comment voulez-vous limiter le déficit? Ou encore une question supplémentaire, la dette publique des 30%, la limite
ou la discipline, est-ce qu'elle existe toujours ou non? Eh bien, tout d'abord, je voudrais dire que ce gouvernement n'a pas décidé un programme d'économie au départ, mais je voudrais dire encore une fois qu'il y a une grande différence entre le programme de coalition que nous avons ici et avec une politique favorable à l'économie et aux affaires sociales qui va créer des activités supplémentaires. Si on crée un environnement dans la politique économique qui aide les entreprises à se développer, si on regarde ce qui va se passer au niveau du logement, cela va entraîner des activités supplémentaires. Si on soutient solidement la place financière, si elle devient encore plus compétitive par rapport à d'autres centres, on va créer de nouvelles activités de cette manière. Et pour cette raison, nous supposons qu'avec les conditions cadres que nous voulons améliorer, on va créer aussi une atmosphère positive avec des mesures concrètes, avec plus d'activités qui vont générer davantage d'impôts. Nous savons que la situation économique est difficile, mais nous devons, pour les chiffres qui ont été présentés, nous devrons les analyser à la lumière de la nouvelle politique. Vous dites la politique a changé. Moi, je pense qu'il y a ici de nombreuses mesures qui, au cours des années à venir, vont améliorer ces chiffres sous réserve de ce qui va se passer sur le plan international. Mais je pense que notre objectif consiste dans le fait d'avoir des finances publiques saines ou de les garder. Le triple A, à nos yeux, est une directive. Le triple A ne dépend pas de 30, 29 ou 31%, mais de la trajectoire de la dette, c'est-à-dire en d'autres termes que la dette ne doit pas augmenter massivement. Et aussi la raison de faire des dettes, c'est une matière que je connais bien de par mon passé. Nous allons faire en sorte que la dette publique n'augmente pas massivement et que la dette publique ne soit seulement utilisée que pour des politiques orientées vers l'avenir, mais la dette publique doit être remboursable et nous allons analyser cela de manière précise. C'était une directive utile et c'est une directive que nous n'allons pas jeter par-dessus bord. Nous ne voulons pas donner l'impression qu'avec 30, 29 ou 31%, ce serait différent. Pour nous, la trajectoire est importante. C'est ce que les agences de rating considèrent. Et je connais bien ces discussions. Et nous sommes rapidement devenus d'accord. Dans cette coalition, c'est plus facile d'avoir des directives, des finances publiques saines. Et nous avons la même attitude au millimètre près. Et je ne crains pas qu'on va déborder au niveau des intérêts, de la dette publique dans l'intérêt de la population, parce que nous ne voulons pas qu'on doive en arriver à une augmentation des impôts. À ce moment-là, il faut toujours rester vigilant. Je voulais demander, j'ai vu qu'il y a des gens au niveau du ministère de la Formation qui sont aussi responsables pour le logement. Il y a beaucoup de difficultés actuellement pour les étudiants de trouver un logement auprès de l'université LU. Je sais que le gouvernement ne peut pas prendre des décisions, mais est-ce qu'on essaie aussi de collaborer avec l'université pour construire davantage de logements pour les étudiants? Ben oui. Le problème du logement est aussi un problème pour les jeunes, donc aussi pour les jeunes étudiants. Et là aussi, nous allons essayer de développer ce qui est possible et nécessaire. Nous en avons parlé. Rick-t-il pour RTL Télé? Une tripartite du logement était annoncée. Est-ce qu'elle va venir ou non? Par le fait qu'à moyen terme, on va prendre des mesures qui seront peut-être suffisantes pour ne pas avoir besoin de la tripartite. Nous n'allons pas appeler cela tripartite. Cela peut porter à confusion.
Donc ce n'est pas la tripartite que nous connaissons, mais nous allons organiser une réunion nationale sur le logement avec les principaux acteurs pour regarder au-delà de ces mesures comment on va, notamment par des procédures, pouvoir avancer sur une série d'aspects. Nous aurons une réunion nationale avec l'État, les communes et les entreprises artisanales. Cette année encore? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire quand, mais ce sera pour bientôt. Peut-être pas cette année-ci, mais nous ne l'avons pas encore décidé. Et pour les mesures que vous avez annoncées, pour les intérêts, pour les abattements des intérêts, bon, c'est une question de détail, mais est-ce que ce sera rétroactif pour les prêts qui existent? Ce sera aussi décidé lors de notre projet de loi. Thomas Berthold a une question sur le logement. On en a beaucoup parlé. Pourquoi est-ce que M. Maïch a maintenant l'éducation et le logement? Est-ce qu'il peut le faire parallèlement? Ce sont deux grands sujets. Bon, ce n'était pas mon choix. Bon, la répartition des domaines, M. Maïch n'a plus l'enseignement supérieur et la recherche. Et pour cette raison, j'étais content quand Claude était prêt à relever le défi du logement. Ceux qui connaissent Claude Maïch savent qu'il va continuer le dossier de l'éducation, mais là, il n'y aura pas de grands changements avec de nombreux nouveaux dossiers. Il reste de nombreux défis qui nous attendent. Mais au ministère du Logement, c'est lui la personne dont je sais qu'avec les acteurs, avec le secteur privé, avec les communes, il va être prêt à dialoguer, surtout aussi avec les autres ministres dans le secteur du logement. Le ministre du Logement, on fait comme si le ministre du Logement était responsable de tout. Non, le ministre du Logement a une compétence, c'est le logement social. Il est responsable pour les SNHPM et pour le fonds du logement. Mais la construction, c'est l'autorisation des communes qui sont sous la compétence du ministre de l'Intérieur. S'il y a des restrictions, ce sont peut-être des restrictions imposées par un ministre de la Culture ou par un ministre de l'Environnement. Et donc, c'est important que cette coopération se fasse entre l'Intérieur, entre l'administration de l'Environnement et pour différents points aussi le ministère de la Culture. Donc, il est important que cela fonctionne bien. Il faut surtout éviter qu'il y ait des contradictions entre les interventions de l'État. On a actuellement l'ITM qui peut vous dire certaines choses qui sont contraires à ce que dit le CG10. Donc, c'est important de réussir à ce que les différentes mesures aillent dans une même direction et je pense que c'est important que ce travail de collaboration fonctionne bien et je peux vous dire que Claude Maïch est la bonne personne à cet endroit. Encore deux questions. Il n'y a que 5 femmes dans le prochain gouvernement. Est-ce que ce n'est pas problématique pour 2023? Et ma deuxième question, M. Bettel, vous avez dit que le Parti démocratique a dû verser de l'eau dans son vin. Dans quelle mesure est-ce que c'était vrai? La même question vaut pour M. Wiesler. Bon, je peux répondre au nom des deux collègues parce que, tout d'abord, pour la première question, les partis proposent des personnes et il appartient au formateur de voir si c'est compatible pour la composition d'un gouvernement. Ce n'est pas une tâche facile parce que on doit tenir compte de nombreux critères, les districts, les sexes, l'âge, les prédestinations pour certains ministères, pour les diriger, donc l'expérience, l'intérêt. Tout cela est tellement compliqué. Je pense que les deux partis avaient de nombreux candidats pour les différents postes. Il a fallu faire un mélange et je trouve que les mélanges réussis par les deux partis m'a très bien plu. Bon, ce n'était pas une question arithmétique. Évidemment, c'est important que les deux sexes soient bien représentés. Mais on ne peut pas
considérer ce seul critère. Il y a encore 5 autres critères que les deux parties et que moi-même, en tant que formateur, avons dû considérer. La deuxième question, c'était celle de l'eau versée dans le vin. Bon, moi, j'aime négocier. Mon objectif consistait à voir ou à essayer de voir quelle était la finalité du programme électoral et les différents sujets des différents partis. Et là, je l'ai fait de manière intense. Je connais le programme électoral de M. Bettel aussi bien que celui que j'avais moi-même au niveau du CSV. Ceci parce que j'ai analysé les différents chapitres et pour le reste, ce n'était que des détails parce que les finalités dans les 6 priorités du Parti démocratique et les 10 points du CSV, vous les retrouvez tous. Et pour moi, ce n'était pas vraiment verser de l'eau dans son vin. Bon, évidemment, nous avons discuté surtout pour voir quels sont les moyens les plus efficaces et les chemins les plus efficaces pour atteindre des objectifs communs qui s'y retrouvent tous. Ce n'est pas pour supprimer d'un côté ou d'un autre. Donc, pour moi, c'était une négociation qui avait pour objectif d'arriver à un résultat qui permettrait d'assurer l'avenir du pays. C'était ma philosophie en tant que formateur et je dois dire que cette philosophie a été partagée par M. Bettel et par M. Wieseler. C'était une belle négociation. Permettez-moi quand même de revenir sur la première question, la composition de la délégation du DPL, du Parti démocratique. Je m'en suis occupé. Je ne prends pas une femme dans un gouvernement parce que c'est une femme ou un homme parce que c'est un homme. Dans le Nord, les 6 premiers sortants des élections étaient des hommes. À l'Est, l'ex de l'Est, c'est Carol Hartmann. Carol Hartmann veut se concentrer sur sa commune. Dans le Sud, les 4 premiers élus, ce sont des hommes. Et au centre, Mme Backes a terminé à la première place. Bon, je ne suis pas un parti des quotas. Je trouve que les personnes les plus appropriées pour les différents profils, bon, je les ai demandées. Si j'avais d'autres portefeuilles, la délégation aurait été une autre. Mais j'ai essayé de faire un choix en fonction des nécessités, peu m'importait s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Je suis content que Yuriko Backes et Stéphanie Aubertin aient accepté leur mandat. Mais si vous dites qu'en 2023, c'est autre chose, non. C'était toujours faux de dire un homme ou une femme. Moi, je suis content qu'aujourd'hui, nous ayons une composition avec des personnes qui répondent aux critères. Le système électoral, comme M. Frieden a dit, veut que nous ayons des districts et aussi une représentativité, mais il y a aussi un résultat électoral. Et je suis content de retrouver les bonnes personnes aux bons endroits. Bon, on aurait aussi pu avoir 7 femmes ou 7 hommes. Moi, je n'ai jamais considéré les sexes. J'ai essayé de trouver des personnes qui répondaient aux critères. Mesdames, Messieurs, une autre réunion m'attend. Je vous invite à la Chambre mercredi prochain et vous aurez encore l'occasion de beaucoup discuter l'accord de coalition. Et mercredi, je vais vous fournir des explications supplémentaires au Parlement. Merci de votre venue ce matin.